Excusez-moi de perturber les conversations privées et personnelles. On est toujours ravis d'ailleurs de voir que ce type de manifestation est en même temps un lieu d'échange avec notre invité d'honneur, mais également un lieu d'échange entre vous, et ça fait toujours plaisir. Donc si vous voulez bien, je vais, comme il est d'habitude, prononcer quelques mots, à la fois concernant notre association et quelques mots concernant notre invité de ce matin, M. Pascal Lamy. Donc, Monsieur le Directeur Général, Mesdames, Messieurs, chers amis, c'est donc avec un immense plaisir que je vous accueille ce matin pour notre premier petit déjeuner de l'année 2015. Que de choses se sont passées depuis notre dernier rendez-vous du 4 décembre dernier, où nous avions eu le plaisir d'accueillir Madame Nicole Notat, qui est donc présidente de la première agence de notation sociale Vigeo en France. Je vous rappelle que Madame Notat était intervenue sur le thème « Responsabilité sociale et finances d'entreprise ». Charlie Hebdo a failli sombrer après la perte de 5 de ses plus grands dessinateurs et de son économiste, oncle Bernard, à qui je veux ce matin rendre hommage. La Lituanie a adopté l'euro, devenant ainsi le 19e pays membre de la zone euro. La BCE a enfin décidé de lancer un vaste programme de rachat de dettes nationales afin de lutter contre la déflation. La Grèce porte au pouvoir le parti Syriza, qui s'est engagé à lutter contre l'austérité à laquelle les Grecs sont soumis depuis plus de 3 ans. Et la France a été sacrée champion du monde de handball pour la 5e fois en éliminant en finale l'équipe du Qatar. Terminons donc sur cette note optimiste, si vous le voulez bien, car il nous faut envisager en effet l'avenir avec enthousiasme. Sans cela, il serait totalement inutile de demander ce matin à M. Pascal Lamy de bien vouloir répondre à la question « Est-ce que la France peut rejoindre le peloton de tête ?» Mais avant de laisser la parole à notre invité, j'aimerais vous dire quelques mots, si vous le voulez bien, de notre association et des temps forts que nous avons récemment connus ou qui nous attendent dans les prochaines semaines. Alors tout d'abord, où en sommes-nous du développement du marché de l'euro-PP ? Comme vous le savez, grâce à l'action très efficace menée par notre vice-président Hervé Labbé, la FTA a joué un rôle clé dans la définition et la mise en place d'une charte euro-PP permettant d'encadrer les émissions obligataires cotées. Celle-ci a vu donc le jour il y a environ 1 an. Sous la houlette du Trésor, de la Banque de France, de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, et avec l'appui marqué d'autres associations comme l'AMAFI, la F2I, Paris Europlace et de plusieurs cabinets d'avocats, des discussions entre émetteurs et investisseurs se sont poursuivies tout au long de l'année 2014 afin d'établir un cadre de référence pour les émissions, cette fois-ci non cotées. Alors de ces négociations, il résulte 2 contrats types, le contrat de souscription pour les émissions obligataires non cotées et la convention régissant les prix bancaires. Ainsi donc, l'ensemble des émissions euro-PP dispose désormais d'un cadre de référence, mais contrairement au Loan Market Association qui vient d'annoncer l'achèvement de sa propre documentation à destination des investisseurs moyennant finance, la FTE a tenu à contribuer à l'élaboration d'une documentation équilibrée, disponible en français et en anglais, et surtout gratuite. Afin donc de promouvoir ces types de financement, les premières assises de l'euro-PP se tiendront le mois prochain, le 13 mars, à la Maison de la Chimie. Naturellement, vous y serez invités en temps et en heure, et nous vous comptons sur vous nombreux. Alors, par ailleurs, s'agissant des travaux menés par les commissions, puisque nous avons des commissions de travail, nous en avons 15, le 18 décembre dernier, la commission monétique pilotée par M. Christophe Le Sobre et M. Arnaud Crouzet a diffusé un communiqué concernant l'accord entre le Conseil et le Parlement européen à propos des marchés d'instruments financiers. Cet accord porte sur les modalités tarifaires et les maxima également tarifaires de paiement par carte bancaire. Ce texte donc devrait rentrer en vigueur d'ici la fin de cette année. Par ailleurs, le 14 janvier dernier, les commissions juridiques et fiscalité ont diffusé aux adhérents un guide pratique permettant de mieux appréhender la réglementation américaine, donc dite FATCA, qu'une entreprise française ayant développé des liens commerciaux ou industriels outre-Atlantique est désormais tenue d'appliquer.
S'agissant des manifestations auxquelles la FTE s'est associée, je rappelle que le 13 janvier dernier, donc la FTE représentée par un de ses administrateurs, Mme Catherine Bouvier, et son vice-président Olivier Guélot, a participé à une table ronde organisée par la BEI sur le thème « Soutenir l'innovation en France ». En outre, le 5 février dernier, la FTE, en partenariat avec, entre autres, la F2I, la MAFI et Paris Europlace, a activement participé aux 6e rencontres des professionnels de la dette. Par ailleurs, je tiens également à vous signaler que 2015 marque les 10 ans d'une étroite collaboration entre la FTE et le cabinet CE Rexecode, présidé par l'éminent économiste Michel Didier et piloté par son très compétent directeur général Denis Ferrand. Donc ce partenariat repose essentiellement sur l'enquête mensuelle menée en commun et qui retient comme indicateur avancé de notre économie, de l'économie du pays, la trésorerie. Et les conclusions de ce questionnaire auquel nos adhérents actifs sont invités à répondre tous les mois sont largement repris par les médias et par un certain nombre d'institutions, parmi lesquelles le MEDEF. Aussi, pour fêter cette étroite collaboration, la FTE réfléchit à la manière dont cet anniversaire pourrait être convenablement célébré. Alors, parmi les manifestations à venir, en dehors des premières assises de l'EuroPP que je viens de mentionner, je vous signale qu'en partenariat avec la banque HSBC, se tiendra le 4 mars prochain, donc en fin d'après-midi, une réunion sur le thème « Nouvel environnement réglementaire, impact et enjeux pour le financement des entreprises ». Après une brève présentation du nouveau paysage réglementaire donc par une personnalité du monde de la finance, une table ronde réunira plusieurs experts du monde de la banque et de l'entreprise afin de mieux cerner l'impact des nouvelles dispositions réglementaires et législatives qui affectent ou vont impacter le secteur de la banque et celui de l'assurance s'agissant des financements au bénéfice de nos entreprises. Enfin, je vous signale également que notre prochain petit déjeuner, qui aura donc lieu ici même le 1er avril, nous permettra d'accueillir quelqu'un qui ne devrait pas laisser insensible notre invité de ce matin, puisque M. Jean Perlevade nous fera le plaisir d'être parmi nous pour, entre autres, commenter son dernier ouvrage, Histoire d'une névrose, la France et son économie. J'espère qu'on n'en sortira pas trop triste. Voilà donc résumé les quelques événements récents et à venir dans lesquels notre association est intervenue et se trouve impliquée. J'en viens donc maintenant à notre invité de ce matin, M. Pascal Lamy. Alors, M. Lamy, c'est, je dois dire, une gageure que de vouloir résumer en quelques phrases votre expérience professionnelle, tant elle est vaste et multiple. Homme politique, homme de l'ombre, homme de la finance, homme de l'art, homme du monde. Bref, vous êtes petit-fils de quincaillier menuisier. Je crois savoir que l'échoppe était située rue Montorgueil. Vous êtes fils de pharmacien, mais vous êtes également diplômé d'HEC, de Sciences Po, de l'École nationale d'administration, promotion Léon Blum, de laquelle est aussi issue Martine Aubry. En 1975, à votre sortie de l'ENA, vous voilà donc inspecteur général des finances. En 1978, vous êtes secrétaire général du groupe en charge de la décentralisation centrale, et je n'ai pas trop compris ce que ça signifiait, mais enfin là, j'ai récupéré ça dans un document, et financière animée par M. Jacques Mailloux, avant d'être appelé par M. Jean-Yves Haberer comme secrétaire général adjoint, puis secrétaire général du comité interministériel pour l'aménagement des structures industrielles, comme on dit le CISI. Catholique engagé, vous partagerez avec Jacques Delors la même vision d'une Europe fédérale et une même conception de l'intérêt général européen. En 1982, tandis que M. Jacques Delors vient d'être nommé ministre de l'économie et des finances, vous devenez son directeur adjoint. En 1983, vous êtes nommé directeur adjoint du cabinet de M. Pierre Mauroy, alors Premier ministre, pour négocier le fameux tournant de la rigueur et surtout le maintien du franc dans le système monétaire européen, autrement dit des lustres. Et en 1985, en tant que directeur de cabinet, vous travaillez à nouveau aux côtés de M. Jacques Delors, devenu président de la Commission des communautés européennes. Après presque 10 ans de collaboration sans faille avec M. Jacques Delors, dont vous serez un efficace Sherpa lors des sommets du G7, depuis très largement élargi, vous rejoindrez M. Jean Perlevade au Crédit Lyonnais avec pour mission de, entre guillemets, ressusciter la banque.
En 1997, on vous propose de prendre la direction du groupe Air France, mais vous refusez. Vous restez donc au Crédit Lyonnais jusqu'à sa privatisation en 1999, puis très vite, vous devenez commissaire européen en charge du commerce. Le 26 mai 2005, vous êtes élu directeur général de l'OMC, autrement dit l'Organisation mondiale du commerce, poste que vous assumerez durant 8 ans jusqu'au 31 août 2013 exactement. En effet, au printemps 2009, les 153 membres de l'organisation vous reconduisent pour un second mandat de 4 ans à l'issue d'un plébiscite par acclamation. Alors, quant aux décorations qui vous ont été décernées au fil de votre immense carrière, elles sont fort nombreuses et cosmopolites. Dans le désordre, j'ai relevé que vous êtes grand officier de l'Ordre du Mérite de la République d'Allemagne, commandeur de l'Ordre du Mérite du Luxembourg, commandeur de la Légion d'honneur de France, officier de l'Ordre du Mérite du Gabon. Vous êtes également décoré de l'Ordre de l'Aigle aztèque, de l'Ordre du Mérite chilien, et vous êtes docteur honoris causa de l'Université de Louvain, de Genève, de Montréal, de Dhaka au Bangladesh. Par ailleurs, vous avez également publié de nombreux ouvrages, parmi lesquels j'ai noté un rapport sur l'aide sociale à l'enfance, qui a été écrit en 1979 en collaboration avec M. Jean-Louis Bianco, L'Europe de nos volontés, écrit en 2002 en collaboration avec Jean Pisani-Ferry, La démocratie monde pour une autre gouvernance globale, publié en 2004. 10 ans plus tard, 2014, vous commettez un ouvrage dont le titre est un clin d'œil à ce qu'aurait dit un célèbre empereur « Quand la France s'éveillera ». En effet, en 1816, Napoléon aurait dit, mais a priori on n'en a aucune preuve écrite, « Laissez la Chine dormir, car lorsque la Chine s'éveillera, le monde entier tremblera ». Le titre de votre livre, en filigrane, fait référence à ce vaste pays qu'est la Chine et qui, comme chacun sait, s'est non seulement réveillé, mais en quelques décennies est devenue la deuxième puissance économique du monde. À ce stade, je rappelle la question que nous avons posée à M. Lamy, est-ce que la France a les moyens de revenir dans la course? Autrement dit, est-ce que la France peut se défaire de ses démons, de ses vieilles lunes, pour, comme au siècle des Lumières, surprendre encore le monde? Avant de vous passer la parole, M. Lamy, permettez-moi de faire 3 remarques introductives directement inspirées de votre livre. La première, il me semble que votre ouvrage, qui ne compte que 170 pages, nous en avons d'ailleurs ce matin quelques-uns disponibles si certains veulent en faire l'acquisition et demander une dédicace à M. Lamy, ne peut être qu'une introduction à une somme plus complète sur un tel sujet, et ce d'autant que votre riche expérience d'homme politique, de banquier, de haut responsable d'institutions européennes et mondiales ne peut se résumer à si peu. Ma deuxième remarque porte sur l'environnement dans lequel la France évolue. En effet, notre contexte, notre paysage quotidien est désormais totalement empreint de mondialisation. En effet, l'expression tiers-monde, chère à Alfred Sauvy, a totalement disparu des tablettes, et lorsqu'on parle de pays émergents, on hésite souvent sur ce que recouvre une telle appellation. De même, vous l'avez remarqué, le thème de la délocalisation industrielle n'est plus au centre des discours. Bref, notre univers commercial économique est devenu un terrain de jeu sans frontières. Ma troisième remarque concerne l'Europe. La France doit impérativement participer, me semble-t-il, au mouvement d'unification de ce que vous appelez la région Europe. Aux côtés de l'Allemagne, la France doit également être l'un des moteurs essentiels de ce mouvement d'intégration, car sur la planète, les pays européens sont de loin les plus avancés dans la construction d'un espace politique supranational. Finalement, je note que le titre de votre ouvrage renferme un message d'espoir, puisqu'a priori, la France devrait se réveiller et tenter donc de reprendre sa place dans le concert des nations riches et développées. Mais la vraie question est de savoir quand. Qu'est-ce qui fait qu'on pourrait qualifier notre douce France de belle endormie? Pourquoi cette léthargie? Quelle pomme empoisonnée avons-nous donc croqué? Pourquoi ce repli sur soi, au risque de voir les mouvements populistes devenir majoritaires? Mais à l'opposé, quels sont les atouts que la France a dans sa manche? Quelles sont les réformes qu'il nous faut enfin entreprendre pour que notre beau pays rejoigne le peloton de tête? Voilà quelques-unes des questions, Monsieur Lamy, auxquelles, si vous le voulez bien, je vous invite à répondre. Aussi, sans plus tarder, je vous laisse le micro. Je vous remercie de votre attention.
Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre invitation. Merci de m'avoir intercalé entre Nicole Notat et Jean-Pierre Levade dans votre série de petits déjeuners. Ce sont tous les deux des amis très proches avec lesquels j'ai eu grand plaisir à travailler par le passé. Donc je vais introduire notre échange de ce matin par quelques propos sur ce thème que vous m'avez confié et qui consiste à essayer de répondre aussi brièvement et avec le risque de le faire schématiquement dans le temps qui m'est imparti à cette question: est-ce que notre pays peut rejoindre le peloton de tête? Et mon premier point sera simple, c'est que si cette question se pose, c'est effectivement parce que par rapport à un groupe de pairs auquel il est naturel d'assimiler et de comparer notre pays, la France a décroché. Elle l'a fait lentement, régulièrement, depuis un bon moment. Disons, selon les indicateurs que l'on regarde, ce moment a commencé dans les années 70 au moment du premier choc pétrolier, et d'autres qui sont plus proches sont plutôt consécutifs à la réaction allemande, à la réunification et aux réformes que ce pays a entrepris à l'époque. C'est évidemment un mouvement relatif, mais c'est un mouvement très net. Je crois que je n'ai pas besoin de développer amplement ce point. Ceux qui aiment les chiffres, synthétisés, simples, percutants, convaincants, se référeront à la deuxième partie du rapport que le commissaire au plan, désormais à la stratégie et à la prospective, a publié en juin dernier, et qui s'appelle « Quelle France dans 10 ans ?» Le constat est implacable sur l'ensemble des indicateurs, qu'il s'agisse du revenu par tête, qu'il s'agisse de la productivité par tête, qu'il s'agisse du taux d'activité et d'emploi, qu'il s'agisse du niveau relatif d'éducation de la population, qu'il s'agisse de la recherche-développement, qu'il s'agisse de la performance à l'exportation. Et je ne prolonge pas davantage cette litanie. Tous ces indicateurs confirment qu'encore une fois, comparé à son groupe de pairs, la France a lentement décroché. Et on le sait, quand on regarde les problèmes que notre pays a réglés aujourd'hui, on a petit à petit accumulé, en gros depuis 40 ans, un déficit des finances publiques permanent. Très difficile de trouver sur cette planète un pays dont le budget n'a pas été en équilibre pendant 40 ans successifs, quels que soient les débats théoriques qu'on peut avoir sur les mérites de l'équilibre, du surplus ou du déficit budgétaire. Ne pas avoir un seul budget en équilibre sur 40 ans, ça dit quelque chose. Même chose en matière de chômage, en gros depuis 30 ans, et enfin à peu près même chose en matière de compétitivité. En gros, depuis 10 ans, nous avons donc à affronter ces couches successives que nous avons accumulées. Le seul indicateur qui montre que la France n'a pas décroché, elle est dans la moyenne, c'est en gros ce qui touche au bien-être social, étant entendu que le niveau du chômage n'est pas, à mon sens, pondéré correctement dans les indicateurs, et notamment dans ceux de l'ONU, qui servent à évaluer le bien-être social. Je pense qu'il y a là un problème, et que si on intégrait correctement l'effet social destructeur
du niveau de chômage que nous avons, et notamment de chômage des heures, de chômage des jeunes, le chiffre c'est un peu différent, mais en gros, notre performance économique s'est détériorée et notre performance sociale, telle que ces indicateurs la mesure, s'est à peu près maintenue. L'ajustement entre ces deux phénomènes de dynamiques différentes s'étant fait tout simplement par l'augmentation de la dépense publique. Donc le schéma est assez simple, on est passé en gros d'un peu moins de 50% de la dépense publique par rapport à la richesse nationale créée dans les années 80-90 aux 54 qui sont notre chiffre actuel, ce 6% étant ce qui a servi, si je puis dire, à concilier cette détérioration progressive de l'efficience de notre système économique et social et les résultats produits en termes de redistribution et aussi, il faut bien l'avouer, en termes de réduction des inégalités, parce que c'est finalement le seul indicateur sur lequel, encore une fois, par rapport à des animaux comparables, la France a légèrement amélioré sa performance. Donc, jusque-là, rien de bien nouveau, à condition, encore une fois, d'avoir la lucidité d'esprit que doit inspirer ces chiffres. Et la question suivante, c'est évidemment, et c'est celle que votre président a posée à juste titre il y a un instant, c'est pourquoi ? Qu'est-ce qui fait que notre pays, encore une fois comparé aux autres, qui est une base assez acceptable pour raisonner, qu'est-ce qui fait que les autres, petit à petit, pas toujours complètement, pas toujours tout de suite, mais ont traité la plupart, sinon tous, de problèmes finalement assez similaires qui se sont posés au cours de leur histoire, disons, des 30 dernières années, qu'est-ce qui fait que nous distinguons ? Alors la réponse la plus simple, elle est d'ailleurs juste, c'est qu'ils ont fait des réformes que nous n'avons pas fait, ou peu fait, ou mal fait, et ils ont peut-être mieux fait, sinon tout. Et dans chacun de ces domaines, et je ne vais pas multiplier les exemples, vous avez tous à l'esprit qu'il s'agisse du Canada, de l'Allemagne, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, de la Suède, de la Grande-Bretagne, voire même de pays du sud de l'Europe, même si ils sont un peu plus lents à la détente, et c'est de ce point de vue d'ailleurs que nous sommes définitivement un pays du sud de l'Europe. J'ai toujours pensé, quand j'étais à Bruxelles et après à Genève, que en gros, politiquement, la France était positionnée à 5 degrés de latitude sud par rapport à sa vraie position géographique. La vérité étant que les autres, encore une fois, ont su surmonter un certain nombre de ces difficultés au fur et à mesure, et en tout cas qu'ils ont, à notre différence, évité de les accumuler. Je pense qu'il est assez simple de comprendre que quand on a 3 problèmes aussi massifs à régler que la dépense publique, le chômage et la compétitivité, c'est beaucoup plus difficile, pour des raisons politiques évidentes, que si on concentre l'énergie politique, qui, comme chacun sait, est une denrée de plus en plus rare pour des raisons qui tiennent au fonctionnement de nos démocraties, sur un point précis. Donc ça, c'est l'explication simple. Mais évidemment, la question qu'il y a derrière, c'est pourquoi ? Pourquoi sommes-nous, en quelque sorte, aussi réticents à la réforme ? Où est, de ce point de vue, notre spécificité ? Et là, je pense qu'il faut passer à une analyse, finalement, plus clinique, je ne dirais pas scientifique, mais qui consiste, dans nos caractéristiques, à essayer d'isoler celles qui nous distinguent de nos voisins et la démarche, entre guillemets, scientifique conduisant, une fois isolé le paramètre spécifique, à essayer de traiter ce paramètre spécifique. Et c'est une question que je me suis posée pendant des années et des années et des années, ayant eu en quelque sorte l'avantage, tout en restant national français, c'est mon pays et je l'adore, de le regarder avec un petit peu de distance
que ce soit dans les 15 ans que j'ai passés à Bruxelles ou dans les quasi 10 ans que j'ai passés à Genève. Ce ne sont pas d'ailleurs des exils bien contraignants que d'être à Bruxelles ou à Genève. Ça offre l'avantage néanmoins de pouvoir prendre du recul. Et c'est vrai que, à de multiples reprises, je me suis, comme certainement beaucoup d'entre vous, posé cette question sans vraiment avoir la solution, la réponse, et en tout cas à partir du moment où elle a commencé à apparaître dans mon esprit sans être en état d'en parler, compte tenu des restrictions que le fait d'être commissaire européen ou DG de l'OMC apportait à ma liberté de parole. Et c'est pour ça que j'ai commis ce petit livre, dès que j'ai récupéré ma liberté de parole. Et au fond, je crois que si on fait cette analyse clinique, parmi les indicateurs spécifiques à la France, celui qui distingue notre pays le plus nettement de ses pairs, c'est son pessimisme. Nous sommes, c'est un secret pour personne, les champions du monde du pessimisme. À la question « Pensez-vous que l'avenir de votre pays sera meilleur ou plus mauvais ?» Les Français répondent pratiquement à 2/3 qu'il sera plus mauvais. Ce pourcentage n'étant atteint, et de très loin, dans aucun de nos comparateurs. Je ne parle pas du Bangladesh, du Kenya ou du Sénégal, où il est assez naturel de penser que ça pourrait aller mieux dans l'avenir. Je prends des pays qui sont, encore une fois, similaires aux nôtres. C'est finalement ce qui nous distingue le plus nettement. On notera d'ailleurs que, à la différence de beaucoup de nos pairs, les Français répondent de manière extrêmement pessimiste à l'avenir de leur pays. Ils ne répondent pas de la même manière pour ce qui est de leur sort personnel. L'écart entre les deux est important en France et dit d'ailleurs, à mon avis, quelque chose sur justement la nature des difficultés françaises. Et si on essaie de creuser un peu plus encore pour savoir qu'est-ce qu'il y a derrière ce pessimisme fondamental qui nous distingue, c'est finalement la vision que les Français, et quand je dis les Français, c'est à la fois l'opinion et le discours politique qui, inévitablement, dans une démocratie, reflète cette opinion, en tout cas le discours politique dominant, c'est au fond cette vision que nous sommes, pour quelque temps encore, mais seulement pour quelque temps, une sorte d'îlot de bonheur dans un monde de malheur dont il est urgent de se protéger. Et c'est cette donnée-là qui, à mon avis, parce que c'est celle qui nous distingue le plus nettement des autres, qui est à l'origine de cette difficulté, de cette incapacité à accepter un certain nombre de réalités et à en tirer les conséquences en matière de réforme, tout simplement parce que si nous pensons collectivement que le monde qui nous entoure est une catastrophe ambulante dont il est urgent de se protéger pour quelque temps encore, étant entendu que compte tenu du rapport des masses, ce temps sera forcément limité, alors effectivement, pourquoi faire des réformes ? Pour faire des réformes, il faut en gros avoir l'idée que si on les fait, ça ira mieux. Sinon, l'énergie politique pour les faire n'est pas suffisante compte tenu des inévitables résistances au changement qui s'expriment, et elles sont parfaitement compréhensibles, naturelles et en général légitimées par des processus politiques dans nos démocraties. Mais si faire des réformes, ça consiste à dîner avec le diable de la mondialisation, reconnaissons que ça n'est pas une perspective très attirante. Et en gros, et pour terminer sur ce pourquoi, effectivement, je crois que ce qui nous distingue, c'est que la barre à franchir
pour faire des réformes est plus haute chez nous que chez les autres. Je pense que c'est plutôt le niveau de la barre que la capacité des systèmes politiques, encore que j'y reviendrai. À mon avis, un certain nombre de ces difficultés sont liées à notre système politique, à notre organisation institutionnelle. Mais je pense qu'au fond, la différence entre la barre des autres et la nôtre, c'est au fond ces quelques dizaines de centimètres qui consistent à intégrer dans les résistances au changement le regard que nous avons sur le monde qui nous entoure, que ce soit d'ailleurs le monde ou que ce soit dans une période plus récente l'Europe, au fur et à mesure qu'elle a été en fond conçue et ressentie par l'opinion française, non plus comme l'idée initiale qui était de faire de l'Europe une grande France, mais comme, au contraire, la courroie de transmission sur nos propres réalités d'une mondialisation détestée, honnie, diabolisée, ce qui, encore une fois, est la réalité dans les sondages. 2/3 des Français considèrent que la mondialisation est une menace pour notre pays. On compare ça d'ailleurs à d'autres indicateurs. Disons que 80% des Français sont opposés au capitalisme, 60% des Français sont opposés à la notion d'économie de marché. Je ne suis pas, certains d'entre vous le savent, un suppôt du capitalisme de marché pour mille et mille raisons. Néanmoins, il y a des réalités qu'il faut prendre en compte et de ce point de vue-là, nous sommes effectivement décalés. Dernier point, qui est au fond le seul qui compte, que faire dans cette situation? Est-ce que nous devons nous accoutumer à cette idée que ce déclin relatif, encore une fois lent, peu perceptible sous forme de réaction de crise, pour des raisons qui tiennent au fait que la société française s'est accoutumée à ces mots, qu'elle est en train de se morceler en morceaux de société qui cohabitent les uns avec les autres au prix de phénomènes de ségrégation spatiale, sociale, éducative, culturelle, d'accès au logement, d'accès à l'école. Je n'insiste pas sur ce point, voilà pour faire des effets de tribune politique. Ce qui s'est passé depuis 30 ou 40 ans pourrait fort bien se poursuivre encore pendant 10, 20, 30 ou 40 ans, étant entendu que nous restons un pays riche de patrimoine, et j'y reviendrai avec un certain nombre de facteurs qui peuvent contrebalancer les avantages comparatifs, désavantages comparatifs que nous avons accumulés. Et la réponse au que faire, à mon avis, elle n'est pas extrêmement compliquée, même si ça peut prendre un peu de temps et si ça implique, disons, des démarches narratives un peu différentes de ce qui a été fait par le passé, c'est au fond de changer notre regard sur le monde, de se demander quel est celui des autres et de rapprocher notre regard sur le monde de celui de ceux qui, avec le regard qu'ils avaient, se sont au fond mieux débrouillés dans des difficultés, encore une fois, qu'ils ont connues aussi. À commencer par cette idée que la globalisation est une catastrophe. La globalisation, je ne vais pas vous faire un cours sur la globalisation, ce sont des réalités que vous connaissez très bien. Elle a ces effets incroyablement positifs, qui est d'avoir sorti des centaines de millions de la pauvreté, d'humains de la pauvreté, donc avec un volume et une rapidité sans aucun précédent dans l'histoire de l'humanité. Elle a aussi ses effets négatifs. Nous savons que ceci se fait au prix d'une augmentation des inégalités, qui est d'ailleurs probablement maintenant intrinsèque au fonctionnement du capitalisme de marché globalisé. Nous savons que nous butons sur une contrainte écologique, même si c'est plutôt d'ailleurs le modèle économique que la globalisation, qui est la version, au fond, dimension planète Terre
de ce modèle économique dominant, donc je n'insisterai pas sur ce point. Simplement, je pense qu'il faut regarder lucidement, honnêtement, les bons côtés et les moins bons côtés, et la politique consistant, au sens de la cité, à maîtriser ces évolutions de telle sorte à encaisser la partie positive tout en limitant la partie négative. Cette globalisation, elle est là, elle est le contexte dans lequel nous devons porter notre regard sur l'avenir. Je sais qu'il y a ici ou là quelques minoritaires partisans de la théorie de la déglobalisation. Je n'en crois pas un mot. Si on fait une analyse disons, rationnelle des forces qui ont produit ce mouvement de globalisation, qui est pour la première fois dans l'histoire de l'humanité une globalisation globale, et qui en gros tiennent au saut technologique en matière de transport. Avant c'était des choses, des personnes, maintenant c'est des choses, des personnes, des informations. C'était de formidables réductions du coût de la distance que les évolutions de la technologie permettent, même si on peut penser que pour certaines raisons, le cours, la vitesse de la globalisation des 20 ou 30 dernières années peut se ralentir ici ou là. Ce qui est au fond à l'œuvre dans le fonctionnement du capitalisme de marché, recherchant des efficiences et jouant des avantages comparatifs, ce que M. Smith, M. Ricardo, M. Schumpeter ont parfaitement expliqué à l'époque, est en train de se produire. C'était des économistes théoriques. C'est comme ces cosmologues qui font des tas de calculs et qui trouvent une étoile quelque part, et on découvre l'étoile effectivement une centaine d'années après, parce que entre-temps, on ne savait pas, on n'avait pas une technologie qui permettait de les voir. On voit maintenant ce que donne leur théorie dans un univers où les frottements liés à la distance sont en train petit à petit de disparaître. Donc ce contexte mondial, il est là. En gros, si on se projette sur les 10 ans à venir, on a une croissance européenne, toutes choses égales par ailleurs, de l'ordre de 1,5% par an, une croissance américaine de l'ordre de 3% par an, une croissance des émergents de l'ordre de 5 à 6% par an, toutes choses égales par ailleurs. Ça, c'est le contexte qui nous est promis. Hein, donc différence de 1 à 2 entre nous et les États-Unis, et de 1 à 4 entre nous et les émergents. Là, encore une fois, si rien ne change de fondamental, c'est en très gros 2% de productivité, moins 1,5% de constriction de la population active, en très gros. Pour faire simple, on pourra revenir sur le détail. Donc ça, c'est ce qui nous est promis. Ça veut dire quoi en termes purement économiques? Ça veut dire que 90% du supplément de demande qui sera adressé à l'économie européenne et donc à l'économie française dans les 10 ans à venir viendra d'ailleurs que l'Europe. Et pourquoi? On le sait, parce qu'en gros, sur les 20 à 25 ans qui viennent, 3 milliards d'humains vont rejoindre les 2 milliards qui aujourd'hui appartiennent à la classe moyenne. Aujourd'hui, il y a à peu près 7 milliards d'habitants dans le monde. Il y en a 2 qui font partie de la classe moyenne, qui sont pour l'essentiel dans les pays occidentaux, un petit peu ailleurs. En 2030, la population humaine sera de 9 milliards. Il y aura 5 milliards d'humains dans la classe moyenne, ce qui sera la majorité à l'époque. Et les 3 qui vont rejoindre les 2 à échéance 2030 sont en gros 2 milliards en Asie et 1 milliard entre l'Afrique et l'Amérique latine. Le morceau classe moyenne africaine étant d'ailleurs, pour notre avenir économique et géopolitique, plus important que celui qui s'opérera en Amérique latine. Donc ça, c'est le contexte. Il y a des raisons structurelles pour lesquelles l'Europe est toute chose égale par ailleurs, et si rien n'est fait, est dans ce sentier de croissance médiocre, le principal étant la démographie, le deuxième étant probablement le fait que la position européenne à la frontière de la technologie a rétréci depuis une trentaine d'années,
D'abord parce que la place américaine a augmenté, et ensuite parce qu'un certain nombre de pays émergents commencent à pénétrer sur cette frontière. Et nous savons que c'est à cette frontière que se jouent les produits, les services, les technologies dans 10 ans ou dans 20 ans. Et donc là, il y a probablement un vrai problème structurel. Il est, de mon point de vue, probablement plus facile, en tout cas moins difficile à aborder que notre déclin démographique européen, dont nous savons très bien que la seule solution à ce énorme problème qui pèse sur nos économies, sur nos perspectives, il suffit d'ailleurs de voir les réactions et la culture allemande en matière économique et le comportement allemand dans la constitution des politiques macroéconomiques en Europe pour comprendre à quel point ceci pèse sur nos performances. Nous, Français, avons un peu de mal à comprendre, et j'y reviendrai, mais c'est effectivement probablement l'immigration qui est la solution. Acceptons là aussi une certaine forme de lucidité politique. La culture des peuples européens, telle qu'elle s'exprime, et quel que soit ce qu'on peut en penser sur le plan politique ou moral, voire économique, parce qu'encore une fois c'est la seule solution, ce n'est pas demain que l'Europe va s'ouvrir à des flux d'immigration qui correspondraient à sa période de dépression démographique qui est, comme vous le savez, tout à fait considérable. Pour revenir un instant avant de conclure sur notre pays, je ne vais pas me lancer dans une longue liste des réformes à faire. Elle figure dans tous les excellents rapports qui, depuis Farman jusqu'à Gallois, jalonnent les bibliothèques de la République française, des gouvernements, des assemblées parlementaires, des think tanks quand il y en a. Cette collection est impressionnante, elle est d'ailleurs d'excellente qualité. Donc ça n'est pas l'identification du nombre ni de la nature des réformes à faire. J'insiste simplement sur quelques points de court terme, disons de court moyen terme, qui tournent autour de la compétitivité, étant entendu qu'au niveau de chômage dont nous disposons, soit on réforme profondément le marché du travail, et je pense que c'est ce qu'il faut faire. Il ne vaut pas que des amis dans, si je puis dire, la part de l'échiquier politique dans laquelle je me situe, je ne crois pas que la France soit à la veille de réformes profondes du marché du travail, qui, à mon avis, serait la seule solution pour, disons, commencer effectivement à entamer ce cancer du chômage des jeunes. Et il faudrait une mesure plus forte, à mon avis, que ce que, quel que soit l'horizon politique qu'on regarde, on est capable de mettre sur la table. Par contre, il y a un autre parti qui, effectivement, ne peut opérer qu'à plus long terme, qui consiste à améliorer notre compétitivité, parce que, au fond, c'est en améliorant notre compétitivité qu'on améliorera notre croissance et qu'on améliorera notre emploi. Je ne rentre pas dans ce raisonnement. Regardons, par exemple, tout ce qui tourne autour du coût salarial. Nous savons, pour nous comparer à l'Allemagne, ce qui est le plus simple, que dans l'industrie manufacturière, les coûts salariaux sont à peu près comparables, et que par contre, là où nous avons un gros problème de compétitivité par rapport à un voisin assez comparable, c'est en matière de services, qu'il s'agisse d'ailleurs des services à la personne, qu'il s'agisse du transport, qu'il s'agisse de tout ce qui concerne le service aux entreprises, qui évidemment pèse maintenant beaucoup sur la compétitivité des entreprises. C'est aussi d'ailleurs ce qu'on observe à court terme, malheureusement, pas toujours très populaire de le dire, en matière de rapport entre la productivité et l'augmentation des salaires. Nous continuons en France à assister à une augmentation des salaires qui est supérieure à celle de la productivité, ce qui en dit long d'ailleurs sur la capacité de nos partenaires sociaux à maîtriser des évolutions qu'ils maîtrisent en général très bien ailleurs. Que le patronat français, avec sa puissance, continue à lâcher autant de salaires
dans des conditions de dialogue social qui finalement sont assez médiocres, en tout cas si on regarde ce que l'opinion en France, est quelque chose qui devra changer. Et je passe sur quelques autres éléments importants en matière de compétitivité, et notamment tout ce qui tourne autour du coût de l'immobilier et de la rente foncière dans notre pays, qui est un lest qui pèse énormément dans notre cadre. Face à ça, je crois que notre pays, et là aussi je ne vais pas en faire la liste, dispose d'atouts fantastiques. Le premier, en tout cas en Europe, avantage comparatif étant notre démographie, qui se distingue là par un dynamisme qui contraste complètement en dehors de l'Irlande avec, disons, cet ensemble de 500 millions de personnes auxquelles nous appartenons. C'est effectivement un avantage comparatif considérable, qui est d'ailleurs en partie dû à la qualité de notre système social. Tout l'enjeu étant dans ce domaine d'essayer de préserver la qualité de notre système social tout en réduisant le volume de la dépense publique qui est consacrée. Pour reprendre le rapport de Pisani-Ferry que j'évoquais tout à l'heure, en gros, ça consiste à passer de 54% du PIB à quelque chose de l'ordre de 48%, l'essentiel étant fait sous forme d'amélioration de l'efficacité de la dépense publique, ce qui suppose effectivement un certain nombre de re-engineering, mais je pense que le pari qui consiste à dire on peut diminuer de 5 à 6% tout en améliorant l'efficacité, il y a là une mine absolument phénoménale. Vous travaillez pour la plupart d'entre vous dans des entreprises, vous savez que de temps en temps, dans les difficultés qu'on a, on trouve des puits d'efficacité, de dynamisme, de réforme, de changement qui peuvent faire basculer beaucoup de choses. Donc ça, c'est l'avantage relatif principal. Nous savons qu'en matière d'équipement collectif, nous disposons d'avantages comparatifs considérables. Nous savons que, si on prend les grands classements internationaux, les entreprises françaises à l'international sont les plus performantes en taille et en volume et en dynamisme. Après, disons, quand on regarde les classements, les États-Unis, la Chine et le Japon, pour les grands classements internationaux, devant bien d'autres pays européens, je puis témoigner que la marque France, la notoriété du mot et de l'image France dans ce monde est incomparable. S'il fallait investir pour acquérir une marque pareille ou pour la constituer, ce seraient des centaines et des centaines de milliards d'euros qu'il faudrait mettre sur la table. Donc nous avons des avantages comparatifs. D'ailleurs, cette vision universaliste qu'on nous reproche parfois, de temps en temps, elle est présentée probablement effectivement avec un peu trop de supériorité, mais est, de mon point de vue, un atout. Dans ce monde en voie de transformation incroyablement rapide, nous avons besoin de pays qui pensent ce monde. Et mon expérience me dit qu'il n'y en a pas tant que ça. En gros, dans les pays qui ont vraiment une pensée du monde, et qui sont, disons, je ne dis pas à l'aise avec cet exercice, mais chez qui c'est une tradition intellectuelle, politique, les États-Unis et la France viennent probablement en premier rang. Et encore une fois, nous avons besoin de le penser pour le maîtriser. Derrière tout ça, il y a, je crois, un problème essentiel, qui est un problème d'organisation, qui est un problème de gouvernance. Je travaillais une dizaine de jours avant de partir en Asie sur ces questions d'apprentissage pour essayer d'y comprendre quelque chose. Contrairement à ce qu'on pense, quand on creuse un peu le sujet, ça n'est pas d'abord un problème de volume de fonds publics qui sont consacrés à l'apprentissage. C'est un problème de gouvernance du système, de relations entre les entreprises, l'éducation nationale, le côté centralisé ou décentralisé des décisions qui sont à prendre. Et quand on désosse un peu cette question, on arrive inévitablement au fait que si on traite les problèmes de gouvernance, et notamment cette gigantesque boursouflure étatique qui est aussi une des caractéristiques de notre pays par rapport aux autres, alors bien des initiatives et bien des choses deviennent possibles.
Autrement dit, à condition de porter le bon regard sur les réalités qui nous entourent, à condition d'utiliser le contexte européen pour trouver un nouvel équilibre entre davantage de croissance et un système social sophistiqué qui reste la marque distinctive de l'Europe. Comme le dit souvent la chancelière, l'Europe, c'est 7% de la population mondiale, c'est 20% de l'économie mondiale, c'est 50% des dépenses de sécurité sociale dans le monde. On peut tirer telle ou telle conséquence de cette présentation effectivement habile, mais c'est une réalité, que ce soit un peu plus ou un peu moins. De toute façon, ce qui distingue l'Europe sur cette planète, c'est la complexité, la sophistication, la subtilité, le volume de son système social. C'est, disons, ce que j'essaie d'expliquer dans ce petit livre, ou plutôt de proposer comme, disons, narratif européen d'avenir pour remplacer celui du passé, qui, à juste titre, s'estompe avec les mémoires, parce que l'énergie politique qui consiste à créer un espace politique supranational doit être énorme. Elle a été très importante au moment où le carburant idéologique, c'était de ne plus retomber dans les horreurs qui ont déchiré, annihilé ce continent au siècle dernier, mais la mémoire de tout cela s'estompe, et d'un certain point de vue, tant mieux. Si je dois expliquer à mes petits-enfants qu'il faut construire l'Europe pour que la France et l'Allemagne ne se fassent plus la guerre, ils me regardent d'un air totalement ahuri, et donc il faut effectivement autre chose. Et cette autre chose, je crois, c'est au fond, et c'est un problème identitaire important, cette autre chose, c'est que ce que je souhaite pour eux et pour les enfants de mes petits-enfants, c'est que dans 50 ans, dans 100 ans, cette option européenne, qui est, à mon sens, l'option la plus civilisée de la mondialisation, comparée aux autres, persiste. Au fond, c'est probablement ça l'enjeu. Je termine par une ou deux considérations de très très court terme, qui sont plutôt des bonnes nouvelles d'ailleurs, que vous connaissez, et qui tiennent à cette espèce de miracle qui intervient avec la baisse des prix du pétrole. Parfois surprenant de constater à quel point personne n'avait envisagé un scénario de ce type, y compris parmi les meilleurs spécialistes, étant entendu que ex post, on se dit c'était pas forcément improbable que les Saoudiens qui gèrent le cartel de l'OPEP réagissent comme ça. C'est parfois très étonnant de voir, quand on a le niveau de complexité, de science, de savoir qu'au fond, ce scénario n'avait été sorti ni vraiment privilégié par personne, y compris d'ailleurs sur les marchés. J'insiste simplement sur les ordres de grandeur. Si on fait un compte d'exploitation consolidé de l'industrie pétrolière et gazière mondiale, tout compris, tout consolidé, la bottom line, ce qui apparaît en bas du compte d'exploitation, c'est une rente de l'ordre d'un peu plus de 2000 milliards de dollars par an. Notre étrangeté d'ailleurs étant que ce capitalisme de marché fondé sur des principes de libre entreprise, de concurrence, d'innovation est au fond vécu avec la production d'une rente d'un tel volume pendant des années et des années. Alors, c'est une question géopolitique complexe. L'ordre de grandeur, c'est que la moitié de cette rente, en gros le passage de $100 le baril au prix actuel, c'est-à-dire un peu plus de 1000 milliards de dollars, est tombée dans la poche des consommateurs, des entreprises, en tout cas dans des poches qui peuvent l'utiliser à bon escient, et ceci ayant un effet conjoncturel de court terme absolument considérable par rapport à tout ce qu'on peut faire à court terme. Pour la France, par exemple, l'ordre de grandeur de l'impact, c'est quelque chose de l'ordre de 0,7% du PNB. Pour l'Europe, en moyenne, c'est de l'ordre de 1%. C'est un peu moins chez nous, compte tenu de notre mix énergétique qui nous est particulier avec le nucléaire. Mais disons, pour un pays comme la Chine, c'est effectivement aussi quelque chose de l'ordre de 0,7 à 0,8%. Donc c'est absolument
considérable. Et peut-être est-ce que, non, cet adjuvant, je ne sais pas s'il est temporaire ou non, il est probable que compte tenu de l'effet intentionnel de la gestion du marché par les Saoudiens, ceci va conduire à une réduction de l'offre ou au moins de perspectives de l'offre aux États-Unis et ailleurs, et que donc les prix remonteront probablement à un moment, mais il n'empêche. Cet adjuvant est là, et le vœu que je forme, c'est que nous l'utilisions tous comme un petit déclic pour nous mettre à faire ce que nous n'avons pas assez fait. Il nous arrive à tous de remettre parfois au lendemain ce qu'on voudrait faire dans la journée, et on sait bien que de temps en temps, le déclic qui consiste à s'y mettre pour enfin se débarrasser de quelque chose qu'on aurait dû faire pour longtemps, mais qu'on a un peu la flemme de faire, j'espère que cette petite baisse du prix du pétrole à court terme nous permettra d'embrayer dans la direction, je crois que je l'ai indiqué au cours de ce propos introductif. Merci pour votre attention. On a maintenant le temps de prendre un certain nombre de questions. Merci. François Schlumberger. Merci beaucoup, monsieur. Il m'arrive assez souvent de poser la première question et on me le permettra de façon un peu directe. En regardant le titre de votre livre, je me suis demandé si vous vouliez dire « Quand la France s'éveillera », 3 petits points, alors voilà ce qui se passera, ou si c'était plutôt du « Quand la France s'éveillera-t-elle », point d'interrogation. Parce que ce qui m'a beaucoup frappé dans votre propos, sauf peut-être dans les 30 dernières secondes, mais je vais y revenir, c'est que vous nous avez dit que tout ça, c'est parce que nous sommes fondamentalement des pessimistes. Et je n'ai pas, excusez-moi le direct de mon propos, entendu beaucoup d'éléments dans votre bouche qui me feraient dire « ça y est, on va collectivement, les uns et les autres, devenir optimistes ». Qu'est-ce qui vous fait penser et croire que, par exemple, sur le prix du pétrole, qui donnerait des marges de manœuvre, permettrait d'être un déclic pour profiter de ceci, pour que ce ne soit pas, mais vous le savez mieux que moi, ce qui s'est passé il y a 10 ans, quand il y avait eu quelques bonnes surprises, et qu'on avait parlé d'une cagnotte, et qu'il fallait immédiatement dépenser parce que les choses allaient bien, et ça a été un élément presque supplémentaire pour ne pas faire les réformes que vous appelez de vos voeux, que nous appelons tous de nos voeux, etc. Et donc, le fond de ma question, c'est qu'est-ce qui vous fait croire, et je voudrais être comme vous, bien évidemment, qu'est-ce qui vous ferait croire que là, on va changer de paradigme et on va se dire, ça y est, on est devenu optimiste et toutes les bonnes nouvelles de cette nature vont permettre de déclencher les bonnes choses que vous évoquez. C'est pas une croyance, c'est un espoir. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai pris ce titre, dont vous soulignez à juste titre qu'il est un peu ambigu. L'ambiguïté aide parfois à réfléchir. Qu'est-ce qu'on veut dire vraiment? Mais c'est un espoir parce que, encore une fois, comparé aux autres, si nous changeons ce que vous venez d'appeler à juste titre de ce mot savant de paradigme, c'est-à-dire de penser sur ce qui nous entoure et ce qui nous attend, alors je crois que énormément de choses deviennent possibles. Alors, je ne dis pas que c'est simple, mais je dis que c'est faisable. C'est pour l'essentiel une question de narratif collectif dans un pays dont nous savons, et je l'ai dit tout à l'heure, qu'il est du Sud, qu'il est très intoxiqué par l'approche politique, par la croyance que c'est la politique qui peut guérir les maux. Et donc, je pense que si on accepte de changer ce narratif et cette manière de voir les choses, ce qui, encore une fois, n'est pas très très compliqué, il y a des tas de problèmes très compliqués dans la vie, il y a le problème de la transmission
virus animaux à la santé humaine est un problème scientifiquement, politiquement, démographiquement, cliniquement considérable. C'est très 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 difficile à résoudre. Se mettre à penser un peu comme les autres, ça ne me paraît pas quelque chose d'insurmontable. Et encore une fois, il faut probablement, en tout cas, un ou deux petits déclics. Et s'il peut s'en produire un, et si, à la mesure de la considération lucide que nous faisons de là où nous sommes, et de la considération des atouts dont nous disposons, si j'avais à classer la France atouts ou faiblesses dans les dizaines, centaines de pays que j'ai visités sur cette planète, elle est très bien classée du point de vue de ses atouts. Très bien classée du point de vue de ses atouts. Elle est très haut classée du point de vue de ses faiblesses, mais il y a un énorme potentiel, là. Énorme potentiel. Et je prenais ce chiffre tout à l'heure de 50, passer de 54 à 48% dans la dépense publique, c'est pas rocket science. Hein. Et ça pourrait avoir un effet absolument considérable. Donc, je pense que les leviers sont là, et c'est pas une croyance, mais c'est l'espoir qu'en changeant un peu, disons, notre dosage cervical, alors des choses qui aujourd'hui paraissent insurmontables, impossibles, vont devenir possibles. Bonjour monsieur, Jérôme Laure. J'ai deux questions, si vous me le permettez. La première, c'est, vous évoquiez le fait que les pays autour de nous allaient avoir 6% de croissance pour les émergents, 4,5 ou 4 pour les États-Unis, ou 3 pour les États-Unis. Et donc la question que je me pose, c'est comment se fait-il que nous n'ayons rien à leur vendre ? Pourquoi ne serions pas les producteurs de vin ou de draps des Flandres, pour reprendre Ricardo, qui vendraient à ces pays émergents et qui nous permettraient nous-mêmes de bénéficier de leur croissance indépendamment des réformes que vous évoquiez. Et la seconde concerne la dépense publique qui relève de la protection sociale. En fait, je suis d'accord avec vous, et les chiffres le prouvent, l'Europe et la France en particulier dépensent beaucoup via la dépense publique en protection sociale. Mais quand on réintègre les dépenses privées ou les avantages fiscaux qui sont consentis pour cette même protection sociale dans d'autres pays, en fait, les États-Unis arrivent, d'après l'OCDE, juste après nous. Et nous ne sommes pas si devant que cela par rapport à d'autres pays. Donc est-ce que la question, c'est la dépense publique de la protection sociale, ou est-ce qu'on doit avoir une réflexion plus globale sur les retraites et la santé, indépendamment du circuit de financement qui est retenu ? Sur la première question, je crois que les Européens et les Français ont plein à leur vendre. Et d'ailleurs, si vous regardez la structure du commerce extérieur d'un certain nombre de nos voisins, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Et je pense que dans les 3 milliards, et notamment les 2 milliards d'Asiatiques qui rejoignent la classe moyenne, il y a des opportunités de business fantastiques pour les entreprises françaises. Demandez au patron de L'Oréal, ou à celui de Schneider, ou à celui de l'Air Liquide, ou à celui de LVMH, quelle est leur stratégie de croissance sur les années à venir. Ils vous diront tous que c'est ce cœur de cible qui ne fait jamais que, encore une fois, 3 milliards d'humains à échéance d'une vingtaine d'années, qu'ils visent. Hein. Et donc, il y a là des opportunités formidables. Et nous savons que, disons, les entreprises françaises qui ont su prendre le virage émergent il y a 10 ou 20 ans performent en général mieux que les autres, et que c'est probablement une des raisons pour lesquelles un certain nombre d'entre elles commencent par exemple à s'intéresser de beaucoup plus près qu'elles ne le faisaient jusqu'à une date récente au continent africain, qui est en train de vivre d'ébullition entrepreneuriale incroyablement diversifiée, puissante, et en totale contradiction avec ce que nous avons tous appris à l'école, qui sont que voilà, les conditions du développement, tant qu'on n'a pas une gouvernance, un système de droit, tant que la corruption est là, et Dieu sait qu'elle est là, au plein endroit de cette planète, j'y passe une partie de mon temps. Maintenant, alors, les conditions du développement économique ne sont pas réunies. Ce qui est en train de se passer en Afrique est en contradiction totale avec cette théorie. Il y a tapé d'entrepreneurs
qui poussent leurs charrettes, qui développent leurs initiatives, et c'est probablement l'inverse qui va se produire en Afrique, c'est-à-dire que ce n'est pas les gouvernements qui vont faire de la croissance, c'est les entrepreneurs qui vont faire une classe moyenne, qui vont finir par stabiliser des gouvernements, parce qu'une fois qu'on est dans la classe moyenne, on n'a plus tellement envie que ça reparte dans l'autre sens. Donc là, je crois qu'il y a des opportunités phénoménales. Bon, il appartient aux entreprises de les saisir et, disons, aux politiques publiques d'essayer de pousser dans ce sens. Je crois d'ailleurs que c'est quelque chose qui a plutôt bien pénétré ces dernières années, que quand je regarde comment Muriel Pénicaud a réussi en quelques mois la fusion entre Ubifrance et AFI, qui était a priori un monstre bureaucratique incroyablement compliqué du point de vue des processus, de l'équilibre entre Bercy, le Quai d'Orsay, Matignon, l'Élysée, etc. Quand on s'y met, et elle venait d'un univers qui était effectivement un univers d'entreprise, je pense que c'est tout à fait faisable. Sur la dépense publique, vous avez tout à fait raison. Les comparaisons, notamment en termes de prélèvements obligatoires, peuvent être faussées par le fait que dans un certain nombre de pays, des dépenses qui chez nous sont publiques sont comptabilisées comme privées, même si elles pèsent fortement sur les comportements des consommateurs. Si vous prenez le cas des États-Unis, effectivement, une partie des raisons pour lesquelles la classe moyenne américaine n'est pas satisfaite de ce qui s'est passé ces 10 dernières années ne tient pas, on ne comprend pas si on regarde les revenus primaires, mais si on regarde les revenus effectifs, c'est-à-dire que ce que les ménages peuvent dépenser une fois retirés des cotisations privées, et notamment leurs cotisations maladie et leurs cotisations retraite, qui ont effectivement mangé, à cause de leur croissance, une grande partie des gains de pouvoir d'achat qui avaient été faits. Donc vous avez raison, il faut essayer de comparer des choses comparables. Et donc notre 54%, qui est évidemment en tête de liste, on peut essayer de recalculer les 35% américains pour arriver à quelque chose de comparable. On n'arrivera pas à 54. Et dans des pays européens qui, du point de vue du modèle économique et social, sont similaires aux nôtres, il n'y en a pas non plus qui soient à 54%, sauf peut-être de temps en temps les pays nordiques, mais qui, disons, eux, ont une culture d'égalité et ont atteint un niveau de performance de leurs systèmes sociaux qui est nettement supérieur au nôtre. Le problème de la France est moins, de mon point de vue, dans le volume de la dépense publique, qui s'explique plus par la centralisation, la tradition étatique, le système présidentiel et tout ce qui va avec, que dans l'efficience de cette dépense publique. Ce n'est pas tellement qu'on dépense trop, enfin qu'on dépense beaucoup, encore que je pense qu'on dépense beaucoup, mais c'est surtout qu'on dépense mal. Et bien l'exemple le plus net étant probablement l'éducation nationale, où nous déversons des fonds publics absolument considérables, avec des résultats qui, récemment, disons sur les 15 dernières années, se sont nettement détériorés. Ce système qui a assuré la promotion sociale de générations, y compris de la mienne, moi j'ai été à l'école publique et j'ai bénéficié d'un système qui était un système de promotion sociale. Nous savons bien que ce système est en train, ou si ce n'est déjà fait, de s'inverser, et donc pour le prix que nous y mettons, nous produisons des résultats médiocres, et ça, c'est largement une affaire de management. Quelles que soient les options politiques qu'on a sur le rôle de l'État, je pense qu'on est arrivé à un moment où, de toute façon, sa masse, son volume, son organisation doivent être changés parce qu'il est en train de se paupériser. Et donc, c'est même plus une question de préférence idéologique. En termes de pure management, le volume de l'emploi et de la dépense publique en France, les contraintes auxquelles nous sommes soumis pour alléger le poids de la dette qui inévitablement pèse sur les générations futures, font qu'il faut y passer à un moment ou à un autre.
Bonjour, Jean-Claude Caffardo. J'avais une question. J'ai le sentiment qu'en France, que l'on soit consommateur ou que l'on soit producteur, on est en recherche permanente d'un modèle à bas coût, voire d'un modèle de gratuité. Donc je voulais savoir si vous partagez cette impression. Et si c'est le cas, comment dans ces conditions se rapprocher plus de nos voisins américains ou allemands que de certains voisins du sud de l'Europe, et dans ces conditions également, comment créer de la valeur, comment créer de la croissance? Merci. Je crois que c'est la bonne approche, et que la question qui vaut, c'est effectivement comment créer de la valeur. Bon. Et il y a plein de manières de faire cela. J'ai regardé ça de très près dans les années de ma vie que j'ai consacrées aux questions d'échange international. J'ai d'ailleurs mené, quand j'étais DG de l'OMC, une campagne qui a finalement réussi après quelques années, consiste notamment à mesurer le commerce international en valeur ajoutée au lieu de le mesurer en volume, comme on le fait depuis le Moyen-Âge, en incrémentant le compteur du commerce international à chaque fois qu'un bout de quelque chose, que ce soit du bien ou du service, passe une frontière, ce qui est totalement absurde dans un monde où les chaînes de production de biens ou de services sont multilocalisées et où donc en moyenne un bien ou un service consommé finalement est produit dans 5, 6, 10, 12 pays. Donc je pense que c'est effectivement la bonne approche. C'est d'ailleurs ce que font les entreprises. Au niveau microéconomique, c'est ça qui préside en général à la structuration de leur plan et de la manière dont elles managent leurs ressources sur les marchés qui sont les leurs. Donc je pense que c'est la bonne solution. Je n'ai pas de réponse globale. Nous savons, par exemple, que tout ce qui touche à la santé, tout ce qui touche au vieillissement, pour prendre des très très grandes tendances, à la santé à cause des perspectives à 20 ou 30 ans d'augmentation, et elles sont, hélas, considérables, de maladies non communicables, qui sont les maladies civilisationnelles, l'obésité, le diabète, un certain nombre de cancers et d'affections cardiaques. Il y a un marché phénoménal dans les services à la personne. Il y a un marché phénoménal dans tout ce qui est l'organisation urbaine, qui est aussi un des phénomènes qui vont dominer les décennies à venir, c'est-à-dire ces poursuites de ce mouvement de concentration urbaine, avec tout ce qui concerne les systèmes de transport, leur connexion, la gestion des espaces, etc. Il y a des espaces entrepreneuriaux phénoménaux, et comme par hasard, je prends 3 secteurs dans lesquels les performances ou les avantages comparatifs, ou le savoir-faire, ou l'implantation existante des entreprises françaises sur ces marchés est déjà là. Et donc, je n'ai pas de réponse globale, mais je pense que, 1, c'est la bonne approche, et 2, si on la décline, c'est un des endroits où je pense qu'il y a des perspectives extrêmement positives et encourageantes. Monsieur Lamy, je crois qu'il est 10 heures, me dit-on. J'ai un timekeeper absolument implacable. Donc, comme je vous l'avais indiqué lorsque je vous ai accueilli, nous avons pour règle donc d'interrompre nos petits déjeuners à 10 heures pétantes. Donc, encore une fois, je vous remercie très vivement d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie des propos absolument clairs que vous avez tenus. Et je vous donne rendez-vous donc le 1er avril, puisque M. Perlevade sera notre invité à ce moment-là. Merci à tous et très bonne journée. Merci pour votre attention.